RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec le docteur Bruno Calandro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil de l'Ordre des médecins. On en a parlé beaucoup dans l'actualité durant cette crise sanitaire. L'occasion de revenir avec vous ce matin sur son fonctionnement. D'abord, quel est le rôle finalement de ce Conseil de l'Ordre ? Comment est-il constitué ? À quoi sert-il ? Alors la devise de l'Ordre des médecins, c'est au service des médecins dans l'intérêt des patients. Donc il sert à beaucoup de choses. Beaucoup de professions ont un ordre, et l'Ordre des médecins a un ordre en Calédonie depuis 1948. Il a plusieurs missions et les missions principales, c'est de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence des médecins, de dévouement indispensable à l'exercice de la médecine. Et il doit veiller à ce que tous ses membres observent ses devoirs professionnels et les règles dictées par un code de déontologie. C'est un petit peu notre référence. Donc finalement, si un médecin ne répond pas à ces règles-là, il est convoqué, c'est comme ça que ça se passe ? Alors, en général, non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Quand on a un signalement ou une plainte contre un médecin, on lui demande d'abord des explications. Et le médecin nous répond en général, et fort de ces explications, alors on l'invite à venir nous rencontrer. S'il s'agit d'une plainte, les choses sont différentes, puisque là, c'est une procédure qui est bien définie par les textes. Et lorsqu'il y a une plainte, l'ordre n'ayant pas de pouvoir disciplinaire, il doit effectivement organiser une conciliation entre la personne qui porte plainte et le médecin contre lequel la plainte est portée. Et ensuite, c'est une fois que cette conciliation a eu lieu qu'il va transmettre la plainte à la chambre disciplinaire. Donc ce n'est pas le Conseil de l'Ordre qui prend les sanctions à proprement parler ? Non, il y a une juridiction qui est complètement indépendante, qui est la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins, qui est présidée par un magistrat. Actuellement, c'est le président du tribunal administratif qui gère cette chambre, et avec des assesseurs médecins qui sont des gens qui ne sont pas des membres du Conseil de l'Ordre. Donc l'objectif, c'est d'arriver à la conciliation, c'est un arrangement à l'amiable, c'est vraiment ça l'objectif du Conseil de l'Ordre ? Effectivement, la plupart du temps, c'est vrai que lorsqu'il y a une plainte, et en particulier par exemple les plaintes de patients, très souvent le fait de rencontrer le médecin, le fait que le médecin leur explique ce qu'il a fait, etc., pourquoi il l'a fait, permet que les gens se serrent la main et que la plainte, le patient par exemple retire sa plainte en disant maintenant j'ai compris pourquoi. Et donc, il n'y a plus de problème. Alors, on en a beaucoup parlé dans la crise sanitaire, mais votre fonctionnement en ordre normal, en temps normal, combien de plaintes traitées par mois et quels sont finalement les thèmes traités ? Alors, c'est très variable. Il y a deux types de plaintes. Il y a les plaintes des patients contre les médecins, parce qu'effectivement, ils pensent que le médecin n'a pas respecté les règles déontologiques lors d'un acte médical. Et donc ça, c'est la majorité des plaintes. Et puis, il y a d'autres plaintes qui sont des plaintes de médecins entre eux. Quelquefois parce que les médecins ont un conflit autour d'un patient, ou parce que effectivement le médecin à qui ils ont adressé leur patient n'a pas respecté là aussi le code de déontologie et n'a pas pris contact avec eux ou des choses comme ça. À partir de quel moment on considère qu'un médecin franchit la ligne jaune ? C'est quoi ne pas respecter le code déontologique ? Alors le code de déontologie, c'est une centaine d'articles, donc effectivement il suffit de ne pas respecter un de ces articles pour franchir ce que vous appelez la ligne jaune. Donc la plupart des articles, c'est qu'effectivement indiquent que les relations qui doivent exister entre les patients et les médecins, il y a des articles sur le libre choix du médecin, des articles sur le fait qu'un médecin doit donner des explications pour que le patient puisse donner son fameux consentement éclairé. Il doit expliquer au patient les traitements qu'il fait. Il doit être compréhensible. Il doit veiller à ce que le patient ait toutes les informations nécessaires avant d'accepter un acte médical. Avec une particularité depuis quelques mois maintenant, quelques semaines, les médecins sont parfois sur le devant de la scène et prennent des positions assez fermes sur cette crise sanitaire. Là aussi, c'est un volet qu'il faut gérer au niveau du Conseil de l'Ordre ? Oui, effectivement, il y a un volet sur la communication des médecins, et en particulier le fait qu'un médecin ne peut pas, même s'il a la liberté d'expression, il ne peut pas aller sur la place publique exposer des théories qui ne seraient pas reconnues scientifiquement. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, souvent, il y a des problèmes, puisqu'effectivement, les médecins doivent communiquer entre eux, et la science, elle avance comme ça, parce que effectivement, des nouvelles hypothèses sont ou non validées, mais pour autant, il faut aussi éviter d'inquiéter le public avec des nouvelles choses qui ne sont pas encore validées. Et ça fait partie des plaintes que vous avez en plus en ce moment ?
Effectivement, actuellement, il y a plus de plaintes autour de la communication des médecins, hein, et c'est pour ça que les médecins doivent veiller lorsqu'ils communiquent, c'est indiqué dans le code de déontologie, aux répercussions que leurs paroles peuvent avoir. Et là, il n'y a pas eu de changement de ce code déontologique lié à la crise sanitaire, du fait que, justement, tout aille un petit peu plus vite depuis 2 ans maintenant qu'on connaît ce Covid? Non, le code de déontologie, il existe. Enfin, le code de déontologie de Nouvelle-Calédonie, il date de 1997. Hein, mais avant, il y avait déjà, depuis 1948, le code de déontologie métropolitain qui était applicable en Calédonie. Donc, depuis 1997, la Calédonie étant maintenant compétente en matière de santé, il y a un code de déontologie calédonien qui n'a pas de raison d'évoluer. Hein, parce qu'au contraire, effectivement, c'est une façon de protéger les patients, hein, de toutes ces théories. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux ont complètement bouleversé les choses, puisqu'on peut communiquer très vite et tout le monde a accès à la communication. Et ça, c'est quelque chose que vous avez dû gérer ces derniers temps, avec notamment, on l'a vu sous vos fenêtres, hein, des manifestations d'un certain nombre de collectifs qui venaient en soutien aux médecins, même sans rentrer évidemment dans les dossiers en particulier. Est-ce que le fait d'avoir justement ces réseaux sociaux, les manifestations sur la place publique, ça complique le travail du Conseil de l'Ordre ? Oui et non, je dirais. C'est vrai que c'est plus facile quand on n'a pas des manifestations. En plus, elles n'avaient pas de lieu d'être puisqu'il s'agissait d'une séance de conciliation où justement on était dans une procédure amiable et donc c'était plutôt un moment où les médecins parlaient entre eux de manière à essayer de trouver un terrain d'entente. Donc les pressions sur une conciliation n'ont pas lieu d'être, de la même façon que je ne pense pas non plus que des pressions au niveau de la juridiction aient lieu d'être. Est-ce qu'il n'y a que des médecins qui s'opposent à la vaccination aujourd'hui qui sont visés par des plaintes, ou est-ce qu'il y a aussi, par exemple, d'autres médecins qui seraient peut-être un petit peu trop proactifs dans la vaccination, qui pourraient être visés par un certain nombre de plaintes de patients notamment? Alors, on a des plaintes des deux côtés, je dirais. Il y a effectivement des patients qui se plaignent que les médecins veulent, par exemple, les forcer, entre guillemets, à se faire vacciner. Et donc, on a des plaintes de part et d'autre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le nombre de plaintes a pas mal augmenté ces temps-ci. Vous parliez tout à l'heure de cette charte déontologique calédonienne. Il y a une particularité la semaine dernière, c'est que le gouvernement a pris une sanction à l'égard d'un médecin. Quelle est la suite dans ces cas-là? Parce que c'est pas passé par le Conseil de l'Ordre, ça a été directement le gouvernement qui a décidé de cette sanction. Alors, il s'agit du Code de santé publique de Nouvelle-Calédonie qui date de 2019. Hein, il a été publié en début d'année 2019 et il y a plusieurs articles, effectivement, sur l'insuffisance professionnelle. Et un des articles permet au président du gouvernement de prendre immédiatement une suspension de l'exercice d'un médecin dans l'attente d'une expertise qui doit avoir lieu dans les 3 mois et de l'attente des conclusions de cette expertise. Mais ça permet au président du gouvernement de décider que ce médecin ne peut plus exercer dès qu'il a reçu l'arrêté du président du gouvernement. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Pour le docteur Chazal, sur des positions effectivement sur la vaccination et le traitement de patients, c'est bien ça? Oui, c'est principalement autour du traitement de patients, hein, parce que l'insuffisance professionnelle, parler de la vaccination, c'est pas obligatoirement dangereux, hein, mais si le président l'a suspendu, c'est parce qu'effectivement, c'était autour du traitement des patients que la question se posait plutôt. Donc là, l'expertise, ensuite, c'est le Conseil de l'Ordre des médecins qui reprend la main pour effectuer cette expertise. Alors, il reprend pas la main, il l'organise, hein, c'est-à-dire que effectivement, c'est une expertise qui est faite par 3 médecins spécialistes. Un médecin est choisi par le Conseil de l'Ordre, l'autre médecin est choisi par le médecin qui est mis en cause, et le 3e médecin est choisi par les 2 premiers experts. Et donc, ils doivent produire une expertise, un rapport d'expertise, qui est en général un rapport commun, qui conclut sur la possibilité pour le médecin de reprendre ou non son exercice. Donc ça peut lever la sanction ou alors la confirmer? Ça peut lever la sanction ou la confirmer. Et très souvent, ce qui est prévu par ces expertises, c'est un complément de formation, de manière à ce que le médecin puisse être adapté dans son activité. Alors, vous ne communiquez jamais, évidemment, sur le fond des dossiers, mais ça pose aussi quelques soucis, notamment le fait que des personnes ne savent pas pourquoi les médecins sont convoqués sur telle ou telle raison, et on se rend compte que parfois, les raisons invoquées dans la rue par les manifestants sont bien différentes des dossiers que vous avez à traiter. C'est quelque chose que vous regrettez aussi en termes de communication? Oui, mais on est un peu comme la justice. Hein. La justice ne se fait pas en plein jour. Il n'y a que le moment du procès, mais tout ce qui est enquête, etc., bien évidemment, n'est pas communiqué à tout le monde. Et donc effectivement, en plus, je dirais au niveau du Conseil de l'Ordre, on a très souvent des problèmes qui sont des problèmes autour du
du secret médical, qui font qu'effectivement on ne peut pas communiquer. Donc malheureusement, on est obligé de subir les pressions, les manifestations sans pouvoir communiquer. Alors, au-delà de l'actualité sanitaire et de toutes ces conseils disciplinaires, etc., le Conseil de l'Ordre surveille aussi, évidemment, le nombre de médecins en Calédonie, comment évolue la démographie médicale. Ça, c'est un point important avec, cette année, une année bien particulière avec le Covid, évidemment. C'est un sujet qui nous importe beaucoup et on a la qualité et l'avantage que pour exercer la médecine en Nouvelle-Calédonie, il faut être inscrit au Conseil de l'Ordre. Donc, on voit passer tous les médecins, on les voit arriver, on les voit repartir et il est vrai que la crise Covid, mais aussi les incertitudes institutionnelles ont joué un rôle important en 2020-2021 sur les arrivées et les départs de médecins. Et donc, on a en moyenne à peu près 960 médecins inscrits à notre tableau. Il y a eu des périodes où, effectivement, beaucoup de médecins partaient et très peu de médecins arrivaient. Et puis, juste avant la crise Covid, parce qu'il y a eu une action assez forte des provinces, du CHT, on a vu arriver, et heureusement, des médecins qui ont été présents pendant la crise Covid. Et puis, là, on est un peu sur un plateau, je dirais. Est-ce que c'est inquiétant, ce nombre qui pourrait diminuer en dessous de 960, ou est-ce qu'on est toujours bien loti en termes de médecins en Nouvelle-Calédonie ? Alors, on est plutôt assez bien loti. On n'a pas de déserts médicaux en Calédonie, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres pays. Mais il faut être assez vigilant. Le problème, c'est que dans certaines spécialités, on manque de médecins. Certains services au CHT ont du mal à tourner parce qu'ils n'ont pas assez de spécialistes. Et donc, c'est là où, effectivement, il faut être assez vigilant sur la continuité du service public et la présence d'un nombre de médecins suffisant dans toutes les spécialités. Est-ce que le territoire est suffisamment attractif pour un médecin qui voudrait venir exercer ici ? Alors, il l'a été beaucoup, il l'est un petit peu moins, pour de multiples raisons. C'est vrai qu'en France métropolitaine, par exemple, il y a des gros problèmes de démographie médicale, en particulier dans certaines spécialités. Il y a des spécialités où il faut attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous. Mais aussi, l'institut institutionnel joue un rôle, c'est-à-dire que les médecins hésitent, par exemple, à racheter une patientèle en Calédonie, sachant qu'ils ne savent pas très bien quelle valeur elle aura dans un an. Mais même en brousse, il n'y a pas de difficulté pour faire venir un médecin ? En brousse, la principale difficulté tourne autour de l'insécurité. C'est-à-dire qu'effectivement, les médecins ont beaucoup de mal à exercer leur travail dans des conditions sereines et il y a des dérapages, des exactions qui font peur aux médecins. Et c'est vrai que beaucoup de médecins communiquent, les médecins eux aussi communiquent entre eux. En particulier, il y a des réseaux sociaux qui font que les médecins savent à quoi s'attendre quand ils arrivent en brousse. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a des difficultés pour recruter des médecins en brousse. Alors aujourd'hui, juste dernière question, docteur Calandro, on le disait, il y a des plaintes de médecins contre médecins. Est-ce que le climat est serein et apaisé aujourd'hui entre les médecins de Nouvelle-Calédonie, puisqu'on le sait, il y a des prises de position qui sont très fermes sur les sujets d'actualité. Est-ce que ça met à mal finalement l'ambiance au sein du Conseil de l'Ordre et des médecins en règle générale ? Alors je dirais pas du tout, et bien au contraire. Parce que c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit dans la vie quotidienne, c'est ce dont parlent le plus les médias. Mais au contraire, la crise Covid a fait qu'il y a eu des liens qui sont noués entre les médecins, en particulier les médecins de l'hôpital et les médecins libéraux, qui ont pu communiquer. Il y a eu beaucoup de conférences Teams, etc., de réunions, de travail. Pendant un temps, il y en avait même 2 par semaine, au plus fort de la crise. Et donc, au contraire, je dirais, il y a des liens qui sont créés. Il y a aussi des Facebook médecins généralistes et Facebook médecins autour de la crise Covid qui ont permis aux médecins de mieux communiquer entre eux et d'être plus proches les uns des autres. Donc ça, c'est l'aspect positif. Oui, il y a des aspects positifs malgré tout dans la crise. Merci beaucoup, docteur Bruno Calandro, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil de l'Ordre des médecins. Merci.